Indépendantiste pur et dur, il a vécu toutes les phases du mouvement souverainiste depuis la fin des années 50. Bonjour, M. Garon. Bonjour, M. Morin. M. Garon, on vous a toujours identifié comme un pur et un dur de l'indépendance du Québec. Est-ce que votre militantisme remonte à la période où vous étiez sur les bancs de l'université? Un peu avant, au collège classique, au collège jésuite, quand il y a eu en 1956 les pétitions pour le château, la Reine-Élisabeth, qui devait se construire, ça s'appelle le château Maisonneuve. Alors, il y avait une pétition dirigée par Pierre Laporte à l'Action nationale. J'avais été un de ceux qui avait embarqué dans le mouvement au collège pour signer moi-même et en faire signer d'autres. Et ça, je vous dis que c'était ça l'éveil, au fond, à l'indépendance du Québec. Parce que j'ai dit, si on n'est pas capable, je ne me rappelle plus du nombre de signatures, 200 000, 300 000, je ne me rappelle pas, dans tout le Québec. Mais si on n'est pas capable, avec autant de signatures, changer un nom d'hôtel qui ne coûte rien au gouvernement, pour que ça s'appelle du nom du fondateur de Montréal, Maisonneuve, plutôt que la Reine-Élisabeth, il n'y a rien eu à faire là-dedans. Alors, j'ai dit, le régime n'est pas bon, le système n'est pas bon. Alors, je commençais à être plus attentif aux indépendantistes qui commençaient à ce moment-là, en allant aux assemblées de Raymond Barbeau, ou plus tard aller à une assemblée du RIN qui venait d'être fondée à Montréal. Justement, dans quelles circonstances vous êtes entré au RIN? Bien, j'ai vu dans le journal qu'il y avait le RIN, qu'il y avait un congrès de premier anniversaire en septembre 61. Je pensais cette fin de semaine-là aller au congrès de la CFAS, l'Association canadienne française de l'avancement des sciences, à Ottawa, avec un de mes amis, Michel Jaloux. Et en revenant, j'ai dit, je vais repartir le matin, puis je vais arrêter au congrès du RIN pour assister à ça. Et quand la journée était finie, bien, j'ai décidé de devenir membre du RIN. Et là, quelle sorte... En septembre 61. Septembre 61, mais vous avez joué différents rôles dans le RIN? Bien là, la première chose que j'ai faite, c'était de rentrer membre dans la section de Québec, c'était par section, et fonder une section à l'Université Laval. J'étais étudiant à l'Université Laval en économique, en sciences sociales, au département d'économique. Et j'ai formé une section du RIN de l'Université Laval. Et c'est là que j'ai embarqué dans le RIN des gars comme Michel Essard, Denis de Belleval. Et le RIN, il y avait aussi Pierre Bourgault, mais vous et Pierre Bourgault, ça ne marchait pas vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé? Bourgault, à ce moment-là, il n'était pas dans l'exécutif. Moi, j'étais président des jeunes à l'Université Laval, la section de l'Université Laval. Et Bourgault n'aimait pas beaucoup ce qu'on faisait dans la région de Québec. On faisait des émissions de télévision. On avait pris le modèle Réal Cahouette, qui faisait des émissions de télévision, qui avait réussi à faire élire 26 députés en 62. Alors, on a fait des émissions de télévision 26 émissions à Rimouski, 8 dans l'Abitibi, 8 à Québec, ou dans les cantons de l'Est. En tout cas, on a fait plusieurs postes de télévision. Puis on faisait des émissions pour recruter du monde. Et en même temps, on faisait des assemblées. On faisait beaucoup d'assemblées. J'ai contribué à former une quarantaine de sections du RIN à travers du Québec, en allant ici et là. Quand il y avait du monde qui nous écrivait, bien, on travaillait avec ceux-là. Quand personne n'écrivait, alors ça, on voulait former un comté. Moi, j'allais chez le marchand général prendre un Pepsi. Puis, parlais avec les gars, puis dire qu'est-ce que ça parle, la politique, puis tout ça. Ils me disaient, il y a des créditistes. Puis j'ai dit, après ça, après avoir parlé avec Boutin, je lui demandais s'il y avait des indépendantistes. Il disait, oui, maudit fou dans le rang, là. Alors moi, en partant du magasin, j'allais voir le fou dans le rang, ou le gars qui m'avait mentionné au marchand, c'est le marchand général, qui était indépendantiste. Puis là, j'avais-tu rentré membre avec nous autres?
Et puis après ça, j'en connais-tu d'autres qui sont d'accord? Fait que, pour former une section, aussitôt qu'il y en avait 12 qui étaient membres, on faisait une réunion pour former un exécutif. Puis après ça, on passait à l'autre place. C'est comme ça que j'avais fondé la section de Lévis. J'avais fait des assemblées à Lévis en 61, 62. Vous les recrutiez un par un? Un par un. Oui, oui, un par un. Pour se compter d'histoire, c'était un par un. 50. C'est parce que vous deveniez trop influent que vous vous êtes brouillé avec Pierre Bourgault? Quand on recrutait du monde au RIN, il fallait envoyer l'argent à 100 à Montréal. Alors, ça devient un membre, c'était 12 piastres dans ce temps-là. C'était de l'argent de 12 piastres dans ce temps-là. C'est peut-être comme 100 piastres aujourd'hui. Tu sais. Alors, on recrutait des membres, mais tout l'argent de la Montréal. Fait qu'on dit, ça n'a pas de bon sens. Nous autres, on a des dépenses, toutes sortes de choses. Puis, à chaque fois qu'on recrute un membre, tout l'argent s'en va à Montréal. Ça n'a pas de bon sens. On dit, dis-nous comment il faut payer pour le central. On va envoyer notre part. On ne veut pas qu'il reste rien pour faire du développement. Alors, quand Bourgault est arrivé en 64, au printemps 64, il n'était pas d'accord. Alors, il a demandé notre expulsion, ce qui a été refusé par l'exécutif. Ils ont expulsé de chaîne. Moi, ils ne m'ont pas expulsé. Ils m'ont fait pour une remontrance pour pas trop choquer Bourgault. C'est tout. Alors, ce que les gars est arrivé, on avait beaucoup fait de recrutement. Les gens se sont dit, pourquoi on resterait là-dedans? Bourgault, tout ce qu'il va vouloir, c'est... Il y a une fusion des choses qui n'est pas la nôtre. Il va vouloir nous sortir de là-dedans. Alors, partons donc nous autres mêmes. Alors, c'est comme ça que comme Lucien Lessard, Dr Jutras, Dr Larue à Québec, Marc-André Bédard, un certain nombre de personnes, on a dit on va s'en aller, on va former un autre mouvement, puis on va fonctionner d'une autre façon. Et c'était quel mouvement? Le regroupement national. Regroupement national. Pas encore le ralliement national, non, le regroupement national. Le regroupement national en septembre, le 13 septembre exactement 1964. Puis là, on a commencé à faire ce qu'on avait dit qu'on ferait. On a étendu les émissions de télévision à grandeur du Québec. On s'est la numéro 1. Et à ce moment-là. Et là, comme on faisait nos émissions de télévision, on rejoignait du monde. Et là, Laurent Legault, qui était président du ralliement Crédit au provincial, qui n'avait pas présenté de candidat encore parce qu'il y avait... c'était un groupe qui voulait faire un mouvement Crédit au provincial, a demandé pour nous rencontrer. Alors, je l'ai rencontré, puis il a proposé, il dit, pourquoi on ne se mettrait pas ensemble? Nous autres, on veut aller au provincial, vous autres, vous voulez aller au provincial, alors pourquoi on n'irait pas ensemble? Moi, j'avais dit avec Laurent Legault, puis il y avait Camille Sanson à ce moment-là. Ah, déjà? Oui. Il était avec eux, avec Laurent Legault. Il dit, une des conditions, ça va être, notre programme, ça va être la souveraineté du Québec. Si vous n'êtes pas pour la souveraineté, on ne donne rien, on ne perdra pas notre temps. Alors, ça s'est fait. La fusion s'est faite, mais vous avez été pris de court par les élections. Oui. La fusion a réussi à se faire vers Pâques, 1966. Alors, on envisageait comme nom le ralliement national, ce qui est devenu d'ailleurs, en fait, après ça, le ralliement national. Et pour les élections de 1966. Sauf que le Sage l'a pris de court. Au printemps 1966, il a déclenché des élections. Nous autres. Vous n'étiez pas prêts? On n'était pas prêts. C'est-à-dire qu'on commençait à faire des réunions conjointes. On avait commencé, moi j'ai fait des assemblées avec Legault à différents endroits dans le bas du fleuve, tout ça pour essayer d'amener leur groupe, les nôtres, pour commencer à travailler ensemble. Et quand des sages déclenchent des élections, on avait 2 chefs. On n'avait pas encore fait de programme électoral, tout ça. Alors, quand les journalistes avaient un plaisir féroce à demander aux 2 chefs, René Jutras pour le RN et Laurent Legault pour les Crédit, bien, qu'est-ce que vous pensez de telle chose? Alors, ils ne disaient pas la même chose parce que le programme n'était pas assez ajusté. Alors, je me rappelle que Lucien Lessard m'avait appelé à un moment donné, il m'a dit « Comment tu en restes de maudites émissions des chefs? » Je dis « Comment ça? » Puis il dit « À chaque fois qu'il parle, je perds 1000 voix. »
Mais pourquoi? Au fond, ça se comprend. Quand tu fusionnes un parti, c'est des grandes lignes, puis après ça, il arrive dans des questions plus particulières. Ça n'a pas donné des gros résultats aux élections de 66. Oui, pas pour nous autres, mais l'Union nationale a gagné. Oui, l'Union nationale, mais pas le ralliement national a eu combien? Il avait eu un pourcentage pas élevé, mais il est arrivé deuxième dans un certain nombre de comtés. Le RIN avait des voix. Si on mettait ça les deux ensemble, ça faisait autour de 9 je pense. Et quand, après ça, le Parti québécois est fondé, c'est la fusion du Mouvement Souveraineté Association de René Lévesque et du ralliement national. MSA, le Congrès, MSA-RN. Vous avez travaillé à ce regroupement-là, vous? Oui. Moi, j'ai travaillé longtemps à ce regroupement-là parce qu'on ne peut pas faire l'indépendance du Québec démocratiquement si on est 5 partis politiques avec chacun des candidats aux prochaines élections. Ça n'arrivera jamais. Alors, il y avait à ce moment-là, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'Alliance Laurentienne n'était pas un parti politique, mais c'était un mouvement qui avait des gens là-dedans. Il y avait le Ralliement national, il y avait le Rassemblement pour l'indépendance sociale aérienne, il y avait le Parti socialiste de Raoul Leroy. Puis il y avait le Chaput, le groupe de Parti républicain avec Chaput. Alors on dit, bon, si chacun a des candidats, il va falloir être fort en sacrifice pour battre les fédéralistes. Alors, et ça vous a amené au congrès de fondation du Parti québécois en 68, sans le RIN. Oui, parce que René Lévesque était très conscient que lui, il avait une certaine force à Montréal et dans les centres urbains, mais que dans le milieu plus rural, que le RN apportera quelque chose. Il faut connaître un peu les personnalités aussi. Hein? Bourgault, c'est un gars qui était difficile, parce que, moi j'ai toujours dit, c'était un comédien. C'est ça qu'il a étudié dans la vie, c'était la comédie pour faire un comédien, mais qui n'a pas trouvé de rôle d'acteur. Alors, j'ai trouvé un auditoire dans la politique. Et pour lui, c'était très important de faire un effet de foule, de faire un discours. Puis à un moment donné, je me rappelle toujours, quand il s'était fait demander à... Je ne me rappelle pas à quel endroit, mais si le fédéral ne voulait pas négocier, qu'est-ce qu'il ferait? Pas de problème. On va faire comme Nasser en Égypte, on va couler des bateaux dans le fleuve. Il faut dire que le lendemain, on avait des explications, on se faisait poser des questions. Hein? Alors, pour faire un effet oratoire, c'est qui pouvait, dans la salle où il faisait l'effet, ça avait un bon résultat. Mais dans le fond de la maison, chez eux, qui lisaient ça le lendemain dans les journaux, c'était pas le même effet, nécessairement. Et ça ne cliquait pas avec René Lévesque non plus? Non, ça ne cliquait pas avec René. C'est pas le même genre de personnalité du tout. Lévesque n'essayait pas de prendre des gens d'astuce. Lévesque laissait parler les gens beaucoup. Ils écoutaient beaucoup. Puis à la fin, bien, il essayait d'arriver à un dénominateur commun. Bourgault, c'est plus le gars pour se prononcer vite, puis après ça, forcer la machine. T'sais. Ça n'a pas marché avec le RIN. C'est-à-dire que M. Lévesque avait des conditions, tout ça, puis que ça ne marchait pas avec le RIN. Alors, nous autres, on a dit, on embarque. Gilles Grégoire a voulu poser des conditions un peu plus, mais on a dit, écoute, nous, embarquons, puis on essaiera de bâtir ce parti-là ensemble, avec Lévesque. Ça ne donnerait de poser des conditions avant. Alors, mettons-nous ensemble, puis après ça, on fera en place des conditions pour réussir l'opération. Alors, les autres avaient pensé comme ça aussi. Est-ce que la soudure était bonne? Oui. Oui? Oui. On se dirige tranquillement vers les élections de 70. Est-ce que vous avez sollicité ou été tenté de poser votre candidature aux élections de 70? Non, parce que je passais à mes examens du barreau. Et vous avez continué à militer activement pour le Parti québécois. Là, en 73, vous vous êtes présenté dans Charlevoix. Pourquoi Charlevoix? Et en plus, contre Raymond Mailloux, qui était un ministre populaire. Bien, les gens sont venus me voir pour me demander pour être candidat. Et, parce que j'avais fait l'Assemblée de la campagne de 66. Ils ont dit à 73, t'es venu dans Charlevoix, ça a été des bons succès à tous les endroits. Viens donc faire un don. Alors, je venais de me marier, moi. En 72. Ma femme ne parlait pas un mot français.
Et quand j'ai dit... ça aide dans Charlevoix. Ça aide, ça aide à pratiquer le anglais. Alors, ma femme, je lui ai dit, elle dit, dis-leur que je parle pas français. Parce que tu fais des assemblées, puis après ça, ils viennent me parler, puis je comprends pas. Je ne parlais pas français à ce moment-là. Alors, dis-leur au moins que on est mariés, mais que je suis anglophone, américaine. Alors, les gens venaient pratiquer l'anglais avec elle. Les gens qui voyaient ça, ils se dépêchaient d'y parler pour pratiquer l'anglais. Alors, j'ai fait la campagne de Charlevoix, mais j'avais dit à ma femme, elle dit, ça va être quoi? Mes chances d'être élu sont nulles. Elle dit, oui, mais c'est peut-être une chance, deux, zéro. J'ai dit, si un jour, pendant la campagne électorale, je te dis que j'ai des chances, laisse-moi faire, ostine-moi pas, là, mais ce que je te dis aujourd'hui, c'est vrai, les chances, il n'y en a aucune. Zéro. Elle dit, tu vas faire là, bien, je vais essayer de faire du recrutement. Et d'ailleurs, à la campagne, quand on est parti de la campagne, il y avait 156 membres dans Charlevoix. Quand on l'a fini, on était rendu à 980, 975, 980. On était rendu à près de 1000 membres. L'année d'après, en 1974, le Parti québécois, à son congrès, là, change sa stratégie. C'est-à-dire que on passe à ce qu'on a appelé l'étapisme avec l'obligation de tenir un référendum une fois élu sur la souveraineté. Étiez-vous d'accord avec cette démarche? Non, pas pour ça. Moi, mon point de vue, c'était le même que Parizeau. C'était, à ce moment-là, de rester dans l'opposition tant qu'on ne gagnera pas les élections. Mais quand on gagnera les élections, c'était pour faire la souveraineté, l'indépendance du Québec. C'était pas commencer à faire des référendums, là, commandés par Ottawa, puis tout ça. C'est-à-dire, on se fait élire, vous lisez leur programme et l'équipe. Alors, notre programme, c'est faire l'indépendance du Québec. Si vous nous élisez, c'est parce que vous voulez qu'on fasse notre programme. Alors, moi, c'était ça. Ça ne me faisait rien de rester dans l'opposition pendant 20 ans. Alors, c'est toujours ce que j'ai pensé, encore aujourd'hui. Aux élections de 1976, vous êtes finalement présenté votre candidature, mais cette fois-là dans Lévis. Pourquoi Lévis et qu'est-ce qui vous a influencé à plonger en politique? Bien, à l'élection de 1974, quand... De 1973? 1973, pardon, oui. Quand René Lévesque a su que je serais candidat dans la convention de Charlevoix, l'organisateur lui a dit... Il l'a fait rencontrer à l'aéroport de Québec, puis il a dit ça. Il dit, pourquoi vous envoyez Garon dans Charlevoix? On a des comtés meilleurs que ça. Puis il avait dit à ce moment-là, il dit, moi j'ai été un peu partout au Québec, je demande aux gens qui vous embarquez dedans dans l'indépendance du Québec. Puis c'était un nommé Garon de Québec qui venait faire des assemblées, puis tout ça. Alors il dit, il me semble qu'il aurait pu y avoir d'autres comtés pour aller. J'ai dit, écoutez, moi... Je ne me présente pas pour être député. Je me présente pour faire la campagne, pour aider au recrutement, pour faire du recrutement. Alors, j'avais dit de ne pas blâmer les organisateurs. Ils m'ont offert dans l'enchère de voix. Moi, j'ai vu que c'est une belle occasion pour recruter du monde. Alors quand est arrivé l'élection de 1976, ceux qui sont venus me voir à ce moment-là, c'est ceux avec qui j'avais fondé la section du RIN à Lévis en 1962. Alors, ceux, dans le temps, j'avais formé un exécutif, tout ça. Ils avaient su que j'avais été candidat à Charlevoix, puis après ça, ils sont venus me voir à la maison. Puis on dit, pourquoi tu ne viendrais pas dans Lévis? C'est toi qui as fondé la section de Lévis, tu restes dans Lévis aujourd'hui. Ils ont dit, pourquoi tu ne viendras pas te présenter dans Lévis? Moi, j'ai dit, pas question, je ne veux pas être député. Là, ils sont partis. C'est ma femme qui m'a dit, une fois qu'ils sont partis, t'auras pas dit de laisser partir, c'est comment ça? Elle dit, écoute, si tu veux, ils vont venir te revoir dans Charlevoix. Elle dit, moi, je ne veux pas aller rester dans Charlevoix. Elle dit, elle dit, dans Lévis, on reste déjà là. Alors, je les ai rappelés, puis j'ai dit, écoutez, j'ai répondu un peu vite. On va s'en reparler avec vous autres. Alors, c'est comme ça qu'il y avait une convention. Il y avait, je ne me rappelle pas, 1 ou 2 candidats. Et je m'étais présenté à la convention. Quel genre de campagne vous aviez mené dans Lévis en 1976? J'ai mené une campagne intense dans Lévis. Je n'étais pas allé dans un comté environnant que je me rappelle pour la peine, là. Et j'ai mené une campagne intensive dans Lévis, mais sans savoir trop ce qui se passait ailleurs. Alors, dans Lévis, je sentais que ça allait bien. Mais je n'aurais jamais gagé une scène
qu'on gagnerait les élections le soir du 15 novembre. Jamais. Mais je sentais que ça allait bien dans les vies. Donc, ça a été une grande surprise pour vous. Comment vous avez réagi le 15 novembre 1976? Bien, j'étais content. Oui, mais avez-vous cru que, bon, bien là, on va à la faire, l'indépendance? Vous travaillez là-dedans depuis quinzaine, 20 ans? Oui, mais je savais qu'on était pogné avec le référendum. Moi, j'aurais aimé mieux attendre une élection, 2 élections, 3 élections, ça me faisait rien. Parce que l'objectif dans la vie, c'était de faire l'indépendance du Québec, c'était pas d'être député. Dans les jours qui ont suivi, M. Garon, là, comment vous avez appris votre nomination au Conseil des ministres comme ministre de l'Agriculture? Ça en a surpris plusieurs. Moi aussi. Vous aussi? Moi aussi. Comment M. Lévesque vous annonçait ça? Bien, moi, j'avais dit à ma femme, quand il y a eu un téléphone, à un moment donné, un téléphone à la maison, et pour que M. Lévesque voulait me rencontrer. L'auberge du gouverneur, là, dans une suite en face du Parlement. Alors, j'avais dit à ma femme, oui, ben, il va me remercier pour la campagne, il va me féliciter, pour être élu, puis il va me dire que je suis jeune, puis que je pensais pas qu'il me ferait d'être ministre. Je pensais qu'il me peut-être offrir quelque chose, mais je pensais pas qu'il m'offrirait d'être ministre. J'avais jamais travaillé dans ce sens-là. J'avais toujours travaillé dans le sens de faire du recrutement pour l'indépendance du Québec. Alors, je m'attendais à rien. Et quand M. Lévesque m'a demandé d'aller à l'agriculture, j'ai été surpris. J'ai dit, écoutez, je ne connais rien là-dedans. Il dit, ouais, mais il dit, vous venez d'un milieu rural, vous connaissez bien les milieux ruraux? J'ai dit, oui, je connais bien les milieux ruraux. Il dit, juriste? Je dis, oui. Il dit, pourquoi vous demandez ça? Parce qu'il dit, au moins, on me dit qu'il y a beaucoup de problèmes juridiques en agriculture. Et que ça sera bon d'avoir un juriste à la tête du ministère de l'Agriculture. Bon, je l'ai cru à moitié. Je me suis réalisé par après qu'il avait raison. Ça a plein de problèmes de droit. Mais sur le coup, ça ne m'apparaissait pas évident. Et là, il me dit, ben, c'est un défi. On a le zonage agricole à faire. Ça va être mieux si c'est un juriste qui est en charge du ministère. Vous connaissez le milieu rural. Il dit, moi, j'ai l'impression que vous seriez bon pour faire ça. D'autant plus que vous êtes un indépendantiste. Puis ça sera bon qu'un gars qui croit à l'indépendance puisse jouer un rôle parmi les milieux ruraux. Il revenait avec son idée, là. Alors, moi, j'écoutais, mais sans conviction. Tu sais, j'écoutais, puis je disais, je connais pas ça. J'avais dit, je me rappelle, je suis capable de faire une distinction entre une fraise, une framboise puis une vache. Mais je ne connais pas plus que ça. Alors, c'est là qu'il m'avait essayé de me convaincre. C'est un début comme différence. Ah! C'est un début. Au moins, je ne mêle pas les deux. Et, je me rappelle qu'il a pris du temps pour me convaincre. Après, une bonne demi-heure, tu sais, j'étais... quand j'ai dit oui, je vais vous dire comment c'était les lieux. C'était une grande salle, une suite. Il y avait une grande table. Il était au bout de la table. Puis moi, quand il m'a parlé de ça, je me suis levé debout. Je me suis même promené. Je fais souvent ça. Alors, puis je l'écoutais. Puis, à un moment donné, ben, quand j'ai dit oui, je le regardais pas. Je regardais à terre, j'ai entendu... J'ai dit, je viens de le soulager. J'ai pensé à ça. Il dit, je ne sais pas pourquoi, mais il était content que j'accepte. Remarquez bien que j'avais beaucoup de respect pour les cultivateurs. Mon père avait été maire à Saint-Michel, les cultivateurs qui étaient conseillers. J'avais toujours entendu parler avec respect des cultivateurs dans la maison chez nous. Quand j'étais dans le milieu rural, j'avais beaucoup le jugement des cultivateurs, comme mon père. Et la façon de raisonner, et, de peser le pour puis le contre, tout ça. Alors, j'aimais beaucoup les cultivateurs, mais quand j'étais dans mon ministère, là, ils m'ont dit, il faut que tu rencontres l'UPA. Oh, puis l'UPA avait, comme aujourd'hui, encore beaucoup de pouvoir. Oui, oui. Une des premières choses que le ministre de l'Agriculture fasse, c'est aller rencontrer l'UPA. Je suis allé rencontrer l'UPA.
J'ai passé une couple d'heures. Ils m'ont dit tous leurs problèmes. Ils m'ont conté tous leurs problèmes qu'ils voulaient que je règle. Avez-vous des questions? J'ai dit non, c'est clair. Sauf que, il ne faut pas que je m'aperçoive que je ne connais pas ça vraiment, parce que par la sous-question, je peux montrer bien plus mon ignorance que ma connaissance. Alors, quand tu es en chambre, au Parlement, on rentre, la session a commencé vers le 24 novembre. La session avant Noël, jusqu'aux fêtes. Là, quand j'arrivais au Parlement, je me disais, là, je vais faire rire de moi. Parce qu'il se levait à poser une question, mais c'est pas la question qui est dure, c'est la sous-question. Hein? Quelqu'un qui pose des questions dans la chambre, c'est l'expérience, c'est la sous-question. Pas la question qui a été rédigée par un recherchiste, là. C'est quand le ministre répond, là, poser la sous-question où il n'a pas été briefé. Alors, il me pose une question, puis la grève des vétérinaires. Ben, je dis, on paye sur réception des factures. C'est ça qu'il m'avait dit au ministère, on paye sur réception des factures. Il dit, ah, 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 le problème, c'est que les vétérinaires n'envoient pas de factures. Là, je ne savais pas quoi dire. T'sais. Alors, il partait à rire. Puis le lendemain, c'était une autre question, puis c'est la même affaire qui arrivait. Ça a été une première session un peu dure. Ah, j'avais dit, riez comme tout de suite, là, parce qu'après Noël, vous ne rirez plus. Je vais connaître les affaires, puis c'est ça qui est arrivé, d'ailleurs. D'autant plus que vous avez été obligé de changer de sous-ministre, parce que votre sous-ministre a quitté à peu près à ce moment-là. Oui. Mon sous-ministre a quitté. Gaétan Lucier s'est fait offrir le job de sous-ministre à Ottawa. Alors, moi, j'ai essayé de le convaincre de garder, de rester, parce que le temps que j'avais été avec lui, je l'avais trouvé correct dans ses briefings et tout ça. Mais il devait partir. Il avait accepté d'être sous-ministre à Ottawa. Alors, M. Lévesque m'avait dit, pouvez-vous vous suggérer un nom? Alors, j'ai dit, oui. Je dis pas un mot. Moi, j'ai dit, je vais y penser. Mais moi, je venais pas de ce milieu-là. Je venais des sciences sociales, je venais du droit. Je ne connaissais pas le monde. Alors, il m'est venu une idée que j'ai trouvé que c'était l'idée géniale, en tout cas. Je l'ai trouvé bien bonne. C'était de demander aux gens, si vous étiez à ma place, vous imaginez les gens qu'on va me suggérer, lequel vous nommeriez pas. Pourquoi? Comme ils vont vous suggérer un tel, t'es un baveux. Ou bien ils vont vous suggérer un tel, il est prétentieux. Ou bien ils vont vous suggérer un tel, il n'est pas bon pour telle raison. Moi, les noms avec des coches négatives. À la fin, j'avais toute ma liste des gens avec les oui puis les non. Celui qui avait le plus de barres favorables, c'était Ferdinand Ouellette, que je connaissais pas. Puis il n'y avait aucune barre défavorable. Tu sais, il n'y avait aucune opinion défavorable qui m'a été mentionnée. Je ne le connaissais pas. Il venait de quel milieu, lui? Il venait de la faculté d'agriculture, c'était un économiste agricole. Il avait étudié au centre social en économie, mais il était dans mon temps, mais je ne l'ai pas connu. Il n'était pas dans la même année, je crois. Alors, je l'ai fait venir. J'ai demandé de le rencontrer, il a accepté. Il l'a finalement accepté. Il a accepté. Il disait souvent qu'il n'a pas une grosse santé, tout ça, mais c'est un gars magnifique. Je n'aurais pas pu faire un meilleur choix que comme sous-ministre. Un gars qui connaissait le terrain, qui connaissait le milieu, qui avait le respect des cultivateurs, qui aimait les cultivateurs. C'était vraiment un gars du milieu. Tu sais. Puis quand il y avait des réunions à mon bureau, je n'étais pas inquiet. Tu sais, j'avais Ferdinand Ouellette qui connaissait ça. Monsieur Garon, c'est très intéressant ce que vous nous racontez. On continue la semaine prochaine dans votre cheminement au ministère de l'Agriculture.